Bonjour à tous, alors bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Gymlib, un rendez-vous sur les thématiques RH, un webinaire qu'on va tenir tous les mois. Et pour commencer, pour cette première édition, on va réfléchir à un sujet qui fait parler beaucoup, le futur du travail. Voilà, on évoque la fin du CDI, on évoque la fin des bureaux, éventuellement même la fin de la retraite. Pas mal de fantasmes, beaucoup de craintes autour de tout ça. On a décidé du coup de consacrer une grosse réflexion et un livre blanc de 60 pages à ce sujet. Un livre blanc qui sera disponible pour vous juste après ce webinaire. Il est intitulé 2031, l'Odyssée du travail, et non de l'Odyssée de l'espace évidemment. Et pour parler de ce sujet, je suis ravi d'accueillir Valérie Vézinet, DRH de PwC. Valérie, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors, je vais commencer avec le plan de ce webinaire. Premièrement, on fera un tour d'horizon rapide sur les phénomènes qu'on observe, les tendances RH depuis une dizaine d'années, et éventuellement aussi les nouveaux risques qui sont associés à ces phénomènes-là, notamment les risques sur la santé des salariés. Ensuite, on passera plus de temps sur 5 transformations majeures qu'on identifie pour les prochaines années, les 10-20 prochaines années. On n'aura pas le temps de s'arrêter sur ces 5 transformations en raison du timing, mais on s'arrêtera quand même et on fera un zoom sur 2 d'entre elles, avec notamment le retour d'expérience de Valérie sur ces 2-là. Et voilà, on se posera ces questions d'à quoi ressemblera un petit peu le futur du travail à horizon 2030. Et puis enfin, on verra en quoi le sport peut en partie répondre à la plupart de ces mutations. Alors, au cours de ce webinaire, on vous invite évidemment à utiliser le live chat, à poser toutes vos questions. On les traitera soit au fur et à mesure, soit à la fin. Et puis, vous verrez qu'on va faire passer des sondages en live auxquels vous serez invités à répondre et qui, je l'espère, pourront nourrir la discussion. Dernière petite précision, tous les chiffres qu'on avancera sur les indicateurs clés seront issus de sources dont on ne va pas forcément tous citer pendant le webinaire, mais qui seront toutes indiquées dans le livre blanc que vous aurez tout à l'heure. Alors, on démarre avec pour la première partie, un petit tour d'horizon des transformations que l'on est en train de vivre déjà depuis une dizaine d'années. La première qu'on identifie, donc, c'est ce sujet d'indépendance, à savoir qu'aujourd'hui, 20% des salariés sont en télétravail, 10% des actifs sont en freelance, et que les espaces de coworking ont grandi de 80%. Alors, ce sujet, pour nous, il inspire du point de vue de l'entreprise, c'est un vrai défi quant au sentiment un peu d'appartenance de nos salariés qui sont un peu des digital nomades et qui vont travailler depuis des lieux qui ne sont pas le siège de l'entreprise. Donc, sentiment d'appartenance et culture de l'entreprise, un vrai défi, mais également, c'est également un sujet de santé, parce que en restant chez soi ou en allant au café du coin, on a moins le contact avec les autres. C'est aussi un des grands bénéfices d'aller travailler entre collègues, c'est d'avoir ce lien social. Donc, on perd cette relation. Et évidemment, on a a priori moins de transport et donc beaucoup moins d'activité physique. Donc, c'est un vrai sujet de santé physique et mentale. Le deuxième phénomène qu'on observe, c'est un phénomène de sédentarisation. Depuis une dizaine d'années, c'est assez impressionnant la statistique du nombre d'heures qu'on a par jour assis. Je vous donne cette statistique. En 2008, c'était près de 5 heures par jour pendant laquelle on était assis devant son écran. En 2018, c'est 2 heures de plus, à savoir 7 heures par jour assis. Je rappelle quand même que l'OMS érige la sédentarité comme le 4e facteur de risque de mortalité au monde. Et donc, j'en profite au passage parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur évidemment chez Gymlib. Les recommandations de l'OMS
pour prévenir ce risque de sédentarité, puisque la sédentarité, c'est à partir de 4 heures assis ou couchés par jour. Donc, on est à peu près tous sédentaires ici. Et donc, il faut avoir une activité soutenue pendant 75 minutes par semaine ou 150 minutes d'activité modérée par semaine. Voilà, au passage, la recommandation de l'OMS. Donc, il y a évidemment des vrais risques sur les TMS, les troubles musculo-squelettiques, l'obésité et le diabète qui augmentent à cause de ce sujet de la sédentarité. Dernier petit sujet qu'on voit depuis une dizaine d'années, notamment avec la multiplication des outils de communication numérique, c'est le fait que nous sommes de plus en plus connectés, mais pas forcément connectés de manière physique, mais connectés de manière digitale avec son entreprise, avec ses collègues, mais pas que la journée, aussi le soir, le week-end. C'est un phénomène de blurring qu'on voit de plus en plus, donc l'effacement un peu de cette frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors là, c'est moins un sujet de santé physique, mais c'est un vrai sujet de santé mentale, ce droit à la déconnexion et la statistique impressionnante, c'est que depuis 2011, plus de 40% des accidents du travail sont liés à l'augmentation des RPS. Voilà, je ne sais pas si Valérie, vous avez un petit commentaire sur l'un de ces 3 sujets et aujourd'hui votre vision chez PwC. Alors on est au cœur de tout ça, hein, évidemment. On a alors sur le plan du télétravail en général, en tout cas du travail à distance, on a mis en place, j'ai eu l'occasion par 2 fois, donc et chez PwC et dans mon organisation précédente, de mettre en place du télétravail. Et en fait, à la fois c'est extrêmement bénéfique parce que je pense que tous ces éléments de flexibilité, c'est vraiment l'avenir en fait, hein. C'est le besoin clé de ce qu'on appelle les millennials, mais en fait c'est devenu pour eux sur les autres. Parce que tous les collaborateurs non millennials dans l'organisation attendent maintenant cette flexibilité-là. Donc, ça se met pas en place facilement. Ça concerne encore, malheureusement, d'être encore en retard en France par rapport à d'autres pays, notamment les anglo-saxons, mais tous les pays européens quasiment. Mais c'est important parce que c'est vraiment pour moi le futur du travail. Alors, c'est pas seulement travailler de chez soi, mais c'est travailler, comme vous le disiez, dans l'espace de coworking, alors dans des cafés et autres, en tout cas dans des espaces qui permettent de travailler de manière concentrée. On l'a beaucoup poussé chez PwC. Un petit retour d'expérience, c'est que c'est jamais facile à mettre en place parce qu'en fait, vous vous confrontez à 2 choses. Un, l'autocensure des salariés qui se disent « Ah, je n'ose pas le faire parce que sinon on va croire que je ne travaille pas ou on va croire que… » Et 2, la réticence des managers. Alors, certains, une petite frange, peuvent croire que les salariés ne travaillent pas quand ils sont chez eux ou quand ils télétravaillent. Et c'est pas ça la majorité, puisque la majorité vont penser au départ que ça va désorganiser leur travail en équipe. D'accord. Et c'est un vrai sujet, en fait, hein, qui peut être traité assez facilement. Il suffit de mettre en place des règles qui font qu'on se retrouve de temps en temps tous ensemble. D'ailleurs, c'est très bien pour éviter l'isolement, justement. Mais oui, on a mis en place ça, c'est très important. Et on a des obstacles importants du point de vue des collaborateurs et du point de vue du management qu'il faut lever dès le départ. Et donc, il faut beaucoup communiquer et évangéliser sur les bienfaits de ça. L'autre sujet, c'est la sédentarité. On a mis en place chez PwC un programme qu'on appelle Be Well, Work Well. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire à la fois se sentir bien d'un point de vue physique, se sentir bien d'un point de vue mental. Donc, on agit sur les deux. Du point de vue du physique, évidemment, la sédentarité, c'est un sujet. Donc, on a mis en place différentes solutions pour permettre à nos collaborateurs de faire du sport et on pousse. Et donc, pour les collaborateurs qui sont sédentarisés et non nomades, ils ont accès à des salles de sport. Pour ceux qui sont nomades, c'est vrai que la solution Jimmy nous a permis de permettre à chacun d'avoir accès à des salles partout en France, ce qui était important. Au-delà de tout ça, on essaie d'animer en faisant de l'émulation entre équipes, de savoir qui sont les équipes les plus sportives ou quels sont les individus les plus sportifs. Donc, c'est important d'animer tout ça et de faire en sorte que même si le sport n'est pas pris en charge par l'entreprise, puisque chaque collaborateur est quand même libre de faire ce qu'il souhaite, nous, de notre côté, on l'anime de façon positive en créant une petite émulation. Puis enfin, la santé mentale, gros sujet aussi.
On y assiste complètement. Et d'ailleurs, quand on parle des dernières générations, aujourd'hui, le blurring, c'est pas que les dernières générations, c'est tout le monde qui est confronté. Les frontières, pour moi, ont disparu dans les deux sens, en fait. Et on doit essayer de préserver finalement cet équilibre, mais je dirais différemment de ce qu'on disait il y a quelques années, où on disait attention, vie privée, vie professionnelle. C'est pas, en fait, les environnements sont poreux, donc c'est plus comme ça qu'on doit en parler. On doit en parler du point de vue de respecter des équilibres, mais on peut avoir des séquences vie privée, des séquences professionnelles multiples dans une même journée. D'ailleurs, que ce soit un week-end ou que ce soit une journée de travail. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire en sorte de mettre dans la culture chez PwC, c'est de faire en sorte que, oui, vous avez peut-être plusieurs créneaux de vie privée, vie professionnelle dans une même journée, mais sachez les équilibrer de façon que ça se passe bien. Et on apprend aussi aux collègues à essayer de respecter le rythme des autres. Ok, c'est très bien. Vous parliez donc du rôle de ces managers face à ces mutations et la façon dont ils appréhendent ça. C'est une parfaite transition pour du coup la deuxième partie où on va se pencher sur 5 transformations dans des 10-15 prochaines années. Alors, pour 3 d'entre elles, on va passer rapidement et vous aurez tout le loisir de vous plonger dans le livre blanc que l'on a rédigé. Le premier, donc, c'est l'intelligence artificielle et tout le champ des possibles autour de ce sujet. A priori, 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est assez fascinant. La retraite aussi, qui ne fait que d'être repoussée, avec un taux d'emploi des seniors français très nettement inférieur à celui de la moyenne de l'Union européenne. Et on imagine que la qualité de vie au travail est un vrai sujet, un vrai enjeu pour les faire rester dans ce monde du travail. Donc il y a effectivement un sujet sur quelles sont les attentes des millennials et de quelle manière on y répond. Mais le sujet des seniors est également un sujet des prochaines années. Et puis le troisième transformation à laquelle on va assister, c'est ce management qui est sur lequel les entreprises s'appuient. Et de quelle manière, quel est le rôle un petit peu du nouveau manager, quel était celui il y a quelques années et aujourd'hui, vers quel management on s'oriente. Steve Jobs disait que ça faisait aucun sens d'embaucher des gens intelligents et ensuite de leur dire ce qu'il fallait faire, mais il valait mieux recruter des gens intelligents qui allaient eux-mêmes nous dire ce qu'il fallait qu'on fasse. Voilà. Les 2 sujets sur lesquels on va s'arrêter un petit peu plus aujourd'hui, c'est d'abord la flexibilité du travail. On va en parler pas mal avec un retour d'expérience de Valérie. Et puis ensuite, les nouvelles formes de travail, un peu le contrat social. Est-ce que le CDI sera toujours la forme principale d'emploi des salariés? Alors d'abord, sur la flexibilité du travail, je rappelle un peu le contexte. PwC, c'est un cabinet d'audit, évidemment, pas mal de salariés. Et le conseil, bien sûr. Alors voilà, audit, conseil et avocat. Et donc, parmi ces salariés, beaucoup sont régulièrement en mission chez les clients. Et donc, pas forcément tous dans les bureaux en même temps. Alors, parlez-nous du coup, Valérie, un peu des actions que vous avez mises en place à ce sujet de la flexibilité et un petit peu votre vision du sujet. Alors, on a mis en place il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, on a vraiment refondu toute la partie flexibilité dans nos bureaux, hein. Sachant qu'on a une grosse proportion de nos populations qui étaient nomades, ça faisait aucun sens de rester sur des bureaux classiques. Et donc, on a favorisé finalement toute la partie collaborative dans les bureaux et la flexibilité de nos espaces de travail. Donc ça, on l'a fait, alors d'autres entreprises l'ont fait, évidemment. On a vraiment poussé, ce qui nous différencie peut-être, c'est qu'on a poussé vraiment le concept jusqu'au bout, en supprimant l'ensemble des bureaux nominatifs, en mettant en place des espaces modulables, en utilisant à fond nos capacités à digitaliser un certain nombre de services. Alors ça m'avait frappé quand j'avais rejoint PwC il y a un peu plus d'1 an et demi, c'est qu'en fait, finalement, vous mettez des services d'étage qui ressemblent finalement à des conciergeries pour les collaborateurs, et ça, c'est assez innovant, parce que ça permet finalement de recréer de la proximité
dans des environnements flexibles, et un département informatique qui finalement, au lieu d'être caché au fin fond d'un étage et d'être uniquement accessible par téléphone ou par mail, est au milieu du rez-de-chaussée et est un espace convivial dans lequel on peut aller pour avoir des renseignements, avoir un peu de support, upgrader des applications, etc., etc. Donc, c'est vraiment des environnements qu'on a poussés pour être très innovants. Donc ça, c'est une dimension de flexibilité. Deuxième dimension, donc on a parlé tout à l'heure de la partie flexibilité liée au e-working. Hormis ça, on essaie vraiment de pousser la flexibilité pour les collaborateurs, pour leur permettre de s'adapter à leur moment de vie privé important. J'ai des contraintes, donc on essaie de les aider à s'adapter à leurs propres contraintes. Je dois aider quelqu'un dans ma famille, je préfère finalement gérer des pics d'activité, mais aussi avoir des creux pour pouvoir me consacrer à des projets personnels. Donc, on essaie d'encourager le flex work, c'est-à-dire finalement, sur une année, on n'est peut-être pas aussi disponible tout le temps et on doit pouvoir, en tant qu'entreprise, accompagner cette flexibilité souhaitée par les salariés. J'imagine qu'il y a eu des freins, là encore, un petit peu comme sur le télétravail, ce sujet du télétravail, ou en termes d'image, en termes est-ce que mon manager va l'entendre, cette matinée que j'ai dû consacrer à ma vie perso? Alors, c'est vrai, on a toujours des freins, alors que ce soit l'inquiétude du management de se dire mais finalement on travaille en équipe, est-ce que mon projet va avancer comme d'habitude, mais ça on le lève finalement progressivement parce que en fait on sort aussi, et c'est ça aussi l'avenir du travail, c'est finalement de sortir du nombre d'heures de travail pour essayer de regarder finalement quel est l'output, quel est le résultat. Et c'est ça aussi qu'il faut faire passer, je pense, dans les mentalités, c'est de se dire au final, il y a un tas de cultures dans lesquelles, quand vous mettez trop d'heures à travailler, on vous demande si vous êtes si efficace que ça. Et donc, en France, on a parfois un peu trop la culture de la présence. Ouais. Et il faut essayer de sortir de ça pour, voilà, exactement, pour avoir la culture du résultat et de l'output. Ok, c'est très clair. Et sur donc, ce sujet des nouvelles formes de travail, aujourd'hui, le CDI, il y a encore la manière d'employer les gens la plus répandue. 85% des salariés sont en CDI aujourd'hui. Mais est-ce que on va pas vers un peu plus de flexibilité, vers plus de monde en freelance, pour des besoins un peu plus flexibles, évidemment de l'employeur, mais aussi les attentes du salarié. Vous, chez PwC, qu'est-ce que sur ce sujet-là, est-ce que vous allez embaucher toujours en CDI ou est-ce que vous essayez d'autres façons de… Alors, on essaie, c'est encore à la marge, mais on entrevoit le futur du travail quand même par rapport aux besoins des plus jeunes collaborateurs. Donc, la majorité, évidemment, la grosse majorité, c'est encore le CDI. Je ne suis pas d'ailleurs certaine qu'il va complètement disparaître. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces nouvelles formes de travail se développent et sont plutôt poussées d'ailleurs par de potentiels candidats qui, par exemple, aimeraient bien et nous demandent de plus en plus, finalement, avoir un emploi stable pour une partie de leur temps et puis pouvoir faire de l'entrepreneuriat pour une autre partie de leur temps. D'accord, donc on parle de temps partiel en fait, finalement. Donc, ça fait du temps partiel, mais ça peut être aussi organisé par les entreprises parce que l'entrepreneuriat, ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux être autonome, je veux innover, je veux entreprendre. Et en fait, on a l'intrapreneuriat aussi qui nous permet aussi de proposer à nos collaborateurs finalement une forme d'entreprise à l'intérieur de l'organisation. D'accord. Des projets qui sont évidemment toujours dans le but quand même d'optimiser quelque chose dans l'entreprise ou des projets qui peuvent être qui peuvent n'avoir aucun lien avec l'entreprise. Est-ce que… Alors, ça peut être optimiser finalement des offres qu'on va proposer à nos clients. Donc, et donc, dans ce cas-là, on travaille avec un écosystème de startups qu'on va aider et qui vont venir compléter nos solutions. Ça, c'est une première option. Et ensuite, on a chez PwC quelque chose qui vraiment est dans nos gènes, c'est d'être acteur engagé. Être acteur engagé, ça veut dire aussi que on va aussi proposer notre temps de manière décorrélée de finalement notre activité cœur de métier à des organisations, que ce soit des mondes associatifs, pour aider ce monde associatif. Et en fait, finalement, c'est de l'apport de compétences. Et on va le proposer à nos collaborateurs. De travailler
avec ce monde associatif ou start-up non directement liés à nos besoins, de manière à ce que eux puissent apporter des compétences et aider ce monde-là. D'accord, parce que j'imagine qu'il y a aussi chez certains de vos collaborateurs des périodes pendant lesquelles ils sont un peu plus disponibles que voilà, d'autres. Exactement. Et le mécénat de compétences, en fait, ça peut être sur des périodes un peu plus longues, mais ça peut être aussi un peu spot, aller donner un conseil à des associations, à des startups qui ont besoin comme ça d'une petite expertise pendant quelques temps. Donc c'est assez flexible pour les salariés aussi. D'accord. Alors merci Valérie pour cet éclairage sur ces deux sujets de transformation des années à venir. On attaque la dernière partie sur le rôle du sport pour aider à s'adapter à ces mutations. Alors, évidemment, c'est pas la seule solution, mais c'est l'une des solutions. Je vous rappelle qu'Opinionway a mené pour Jimmy en novembre une étude sur justement quelles sont les attentes des salariés français au sujet de l'activité physique et sportive en entreprise. On vous invite à la télécharger et je crois qu'on va aussi vous poser la question sur est-ce que vous, dans votre entreprise, il y a déjà une action en place sur l'incitation à ce que les salariés aient une activité physique et sportive régulière et sinon, est-ce que vous l'envisagez? Alors, dans les sujets qui sont travaillés avec le sport, on a la cohésion sociale, bien sûr, puisque tout à l'heure, on évoquait l'exemple de Digital Nomade, qui est un nomade dans son appellation, mais qui en réalité est plus un sédentaire, en fait, parce que il se déplace juste au coworking le plus proche, à l'espace de coworking le plus proche. Et donc, finalement, il y a un vrai sujet de sédentarité pour ces personnes. Et donc, le sport est un vrai moyen pour créer du lien chez l'ensemble de ces populations qui travaillent pour nous et mais qui peuvent travailler à distance pour nous, donc qui sont assez éloignés et assez isolés. Donc, le sport est un vrai bon moyen de les rassembler à des moments de l'année. Le sport est évidemment un bon moyen sur le sujet qu'on a évoqué sur le blurring, le fameux effacement des frontières entre vie perso et vie professionnelle. Pourquoi? Parce que le sport, c'est un bon moyen aussi d'oublier, de faire le break et donc de décompresser. Donc le sport, pour ça, est un très bon levier pour un équilibre mental. Un bon moyen de rester focus aussi. Et puis évidemment, pour lutter contre la sédentarité, je rappelle quand même que l'activité physique et sportive est l'une des meilleures solutions de prévention santé. Et donc évidemment, c'est la première chose que recommande l'OMS, d'avoir une activité physique et sportive régulière. Sur ce sujet-là, justement, du rôle du sport sur ce sujet de la sédentarité, sur cette problématique même mondiale de la sédentarité. Est-ce que c'est l'une de ces raisons qui vous a poussé à travailler avec un acteur comme Gymlib pour promouvoir l'activité physique et sportive? Alors, c'est cette raison-là, oui. Et, le sport, on connaît les bienfaits à tout niveau. Donc, c'est évidemment cette raison-là qui nous a poussé à le faire et le fait que on ne peut pas trouver une réponse uniforme dans justement à cause du nomadisme de nos collaborateurs. Et donc, comme c'est un nomadisme des collaborateurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent chez les clients, mais aussi les sédentaires classiques qui finalement sont devenus nomades parce qu'ils télétravaillent, parce qu'on est aussi multisite. Et donc, on avait besoin d'une solution qui nous permette effectivement de préserver la santé des collaborateurs. En tout cas, mais de leur mettre à disposition des outils et des solutions leur permettant d'avoir un accès facilité. D'accord. On a une question de Steven à l'instant sur quels sont les plus gros freins pour les décideurs. Vous, est-ce que vous pourriez nous dire, avant de décider à travailler avec nous, quels ont été les freins quels ont été est-ce que par exemple vous avez une salle de sport interne? Je crois que oui, je crois que vous avez une salle de sport interne. C'est ce que j'allais vous dire, le principal frein qu'on a eu, parce que sinon pour moi c'était assez évident en fait, étant donné qu'on a des sites partout en France, qu'on a des gens nomades. Le principal frein, c'était de se dire est-ce que ça va pas phagocyter la salle de sport interne
Bah, pas du tout, en fait, ces environnements qui sont, ça ne répond pas à même besoin. Donc du coup, c'était parfait. Et il faut pas oublier aussi que, hormis les collaborateurs nomades, il y a une autre frange de collaborateurs sédentaires qui ne veulent pas aller faire du sport avec leurs collègues dans les bureaux. Et donc finalement, on trouvait, puis il y en a d'autres qui ne vont pas aller dans des salles de sport ailleurs parce que justement leur environnement de vie privée leur permet pas, il y a des enfants le matin et le soir, donc il y a la solution du midi et deux ou de pendant la journée, et donc dans ce cas, la salle de sport au bureau est mieux adaptée. Mais donc finalement, c'est pas les mêmes usages. Voilà, c'est pas les mêmes usages, donc c'est pas les mêmes salariés qui sont concernés par ces. Exactement. Et donc finalement, une fois qu'on a eu levé ce frein, on a dit bon, on verra bien. Et une fois qu'on a levé ce frein, on a vu que finalement, les deux cohabitent très bien. Et aujourd'hui, effectivement, les résultats avec Jimmy sont assez satisfaisants. On a plus de 25% des salariés de PwC qui sont abonnés au service et donc qui utilisent notre service pour aller partout en France faire du sport. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était le cas aussi chez Deloitte, qui a aussi une salle de sport interne et qui a décidé, malgré tout, de le voir comme un service très complémentaire. Merci pour cette question. Alors, avant de conclure, parce qu'on a peu de temps devant nous, on voulait quand même évoquer 4 tendances sur le sport et l'impact du sport sur quelques sujets. Des tendances assez sympas. On voit par exemple de plus en plus arriver le sweet working. Alors, le sweet working, c'est une manière un peu plus originale de faire du networking. C'est un nouvel outil pour networker. C'est un moyen plus healthy, plus dynamique. Et donc, on va faire du sport avec des prospects, faire du sport avec des décideurs. Donc, on le voit de plus en plus arriver, notamment aux États-Unis. Il y a le sport aussi comme levier de recrutement, c'est-à-dire, voilà, par exemple, on a un exemple chez Decathlon. Bon, Decathlon, évidemment, c'est dans l'ADN de l'entreprise, mais ils vont demander à leurs salariés de faire une épreuve de sport collectif, et c'est au travers de cette épreuve-là qu'ils vont identifier notamment des soft skills, pardon. Et donc, voilà, de plus en plus, les entreprises identifient que c'est assez adapté en fait aux millennials et à la façon de voir comment ils réagissent à l'effort, à la persévérance, évidemment à la façon dont on va interagir entre coéquipiers. Vous, un peu dans le même esprit. Alors c'est pas une épreuve sportive que vous proposez à vos candidats, mais je crois comprendre que dans les process ou dans certains process de recrutement de PwC, vous avez imaginé autre chose pour identifier les soft skills de certains de vos candidats. Et oui, on sait que les soft skills, c'est ce qui finalement, on parlait d'IA tout à l'heure, et on sait que finalement demain, on va avoir besoin de quoi? De collaborateurs agiles, adaptables, qui donc faire appel finalement à des compétences, aux compétences typiquement humaines. Et donc, on a de plus en plus mis en exergue dans nos processus de recrutement finalement la détection de ces compétences typiquement humaines et seulement humaines. Et donc, plutôt que de rester sur des processus classiques, on s'est dit que ce qui était le plus intéressant, c'était finalement de faire réagir en groupe et individuellement des collaborateurs en mettant en place des escape games dans les processus de recrutement. Ça fonctionne très bien. D'ailleurs, on les a pas mis en place que dans les processus de recrutement. On les met en place aussi comme une méthode d'apprentissage dans le onboarding de nos collaborateurs, parce que en fait, on a tous vécu ça dans le passé, j'imagine. En tout cas, je l'ai vécu moi. Quand on rentre dans des nouvelles organisations, on vous passe un certain nombre de slides, souvent très nombreux. Et puis quand vous sortez de votre journée de onboarding, vous vous rappelez plus de rien, parce qu'en fait, finalement, vous savez, quand on est passif, on absorbe moins d'informations. Et donc, on a mis ça en place aussi dans le cadre du onboarding, et ça fonctionne très bien, parce qu'en fait, c'est un mode d'apprentissage ludique dans lequel on participe. D'accord, donc les salariés arrivent dans les 3 premiers mois, on organise un escape game avec ses coéquipiers, enfin avec ses collaborateurs, voilà. Pour renforcer le lien, voir de quelle manière ils interagissent. Renforcer le lien, mais aussi leur permettre d'apprendre sur PwC lorsqu'ils arrivent.
d'apprendre des informations. Donc, on utilise l'escape game. Donc, les énigmes, elles sont liées à PwC. Ah, d'accord. On l'a co-développé, si vous voulez, et on l'a adapté à nos besoins, de manière que cet escape game leur permette d'apprendre en s'amusant. D'accord. La culture de l'entreprise aussi, et pas que des aspects très techniques, mais plutôt de culture. On essaie d'éliminer les slides. D'accord, ok. Et ça fait depuis combien de temps que vous avez réfléchi à ça et vous avez commencé à introduire un peu Alors, l'escape game sur le onboarding, on l'a introduit il y a 6-9 mois. Ouais. Sur le recrutement, ça fait une grosse année. D'accord. Parfait. Et donc, les candidats, enfin, j'imagine, sont assez étonnés au départ et ils sont. Ça plaît beaucoup. Ouais, ça plaît beaucoup. D'accord. Ok, on voit aussi beaucoup le sport, évidemment, et ça depuis plusieurs années, comme un moyen de donner un peu du sens aux millennials, avec parfois des épreuves avec une dimension caritative, etc. Et puis enfin, le sport souvent fait l'objet de parallèles entre le monde de l'entreprise, le monde de la compétition sportive et du haut niveau. Et donc à ce titre, beaucoup d'anciens champions viennent intervenir dans les bureaux auprès des équipes sur la façon dont on va manager, tirer le maximum de ces équipes, faire ressortir le maximum d'intelligence collective. Et donc, on en a beaucoup, Pascal Duprat, Didier Deschamps, Claude Onesta, Domenech, qui viennent en entreprise pour faire ce parallèle et essayer de proposer leur vision aux managers qui doivent. Est-ce que chez vous, chez PwC, vous avez déjà eu recours à certains ça a été fait. Alors, j'étais pas là pour en parler, donc c'est pas moi qui l'ai organisé, mais ça a été fait effectivement parce que les valeurs du sport, enfin, c'est vraiment des valeurs aussi qui font vraiment partie de notre culture en fait. Tout ce qui est esprit d'équipe, tout ce qui est collaboratif, c'est vraiment des choses qui sont ancrées chez PwC. Donc, on a pu l'utiliser effectivement dans le passé pour aider à faire passer des messages, encore une fois, de manière décalée et ludique. D'accord. Alors, voilà, maintenant, c'est l'heure de conclure. Pour conclure, peut-être, Valérie, est-ce que, donc, en tant que dirigeant, vous pourriez nous donner un petit peu quelques conseils ou vous êtes en train d'anticiper le futur sur certains aspects dans votre quotidien. Pour vous, quelles sont un peu les priorités? Quels conseils vous pourriez donner aux DRH qui nous écoutent? Alors, si je devais donner 3-4 conseils, le premier, ce serait vraiment essayer de mettre en œuvre la flexibilité le plus possible parce que c'est clé pour l'avenir, en fait. Ce sont des attentes des millennials, mais pas seulement. C'est des attentes qui sont généralisées. Et c'est finalement comme ça. Dans les organisations, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est de plus en plus exigeants. Donc, les gens travaillent beaucoup, de plus en plus. Le monde va vite. Il ira toujours plus vite. En fait, on est sans arrêt en train de devoir s'adapter. Et en fait, du coup, la contrepartie, c'est la flexibilité. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc, flexibilité, ça peut être les espaces de travail, mais la flexibilité de son temps de travail, comme on en a parlé un peu plus tôt. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est aujourd'hui, j'ai un métier. Vous disiez que 80% des métiers n'existeront plus en 2030. Oui. Et dans les métiers qui existent, les compétences sont différentes. C'est-à-dire que derrière le titre de DRH, les compétences seront complètement différentes, même si peut-être que ce métier-là existera encore, on ne sait pas. Et donc, ça veut dire développement continu, ça veut dire upskilling, c'est-à-dire toujours mettre l'accent sur l'employabilité de ses collaborateurs, leur upskilling. Et ça, c'est un élément qui est fondamental. Ouais. Parce que en tant qu'entreprise, on a la responsabilité de préserver l'employabilité des collaborateurs. Santé, mais l'employabilité. Donc, l'upskilling, c'est clé également. Et le troisième élément, et je terminerai là-dessus, c'est la diversité pour moi, parce que dans toutes ces formes nouvelles de travail, il va falloir intégrer, vous parliez de la suppression de la retraite. Alors, peut-être pas quand même, mais en tout cas, les seniors dans l'entreprise, des collaborateurs venant d'environnements différents, que l'on va former à des nouveaux postes, enfin des nouveaux jobs, des nouvelles compétences, des collaborateurs qui sont partis de l'entreprise, mais avec qui on garde contact de plus en plus, c'est le cas. Donc, c'est ces formes de diversité en fait de nos sources de recrutement, c'est très important de les mettre en œuvre dès aujourd'hui.
D'accord, la richesse avec la diversité finalement des profils et des compétences. Alors, vous parliez de développement continu. Avant de passer à la série de questions-réponses, je pense à une startup 360 Learning qui propose des services de formation pour les salariés. Alors, eux, ils ont, et ça fait le lien justement avec une question qu'on a eue à l'instant sur la place des managers, eux ont adopté une logique d'entreprise libérée. Vous voyez, c'est une entreprise dans laquelle les managers, a priori, n'ont plus forcément de rôle parce que tout le monde a tous les collaborateurs ont cette vision un petit peu d'associé, tout le monde est plus responsabilisé. Alors, nous, chez Gemini, c'est pas du tout le cas. On n'est pas du tout sur une entreprise libérée. On accorde un grand rôle justement à tous les managers chez nous. Votre vision là-dessus est-ce que pour vous le manager dans quelques années aura tendance à disparaître ou est-ce que justement on aura besoin d'eux pour ces mutations? Est-ce que notamment avec un gros rôle? Alors, ma vision, elle est que le rôle traditionnel du manager qui distribue les tâches, évidemment, il a vécu. En revanche, le rôle essentiel, quand on parle de développement continu, d'upskilling, le rôle essentiel du manager, c'est le manager coach et développeur de people. Et donc, c'est vers ça, d'ailleurs, chez PwC, on a vraiment engagé la démarche de faire en sorte que on ait ce management de proximité qui à la fois est à même de comprendre finalement les attentes, les besoins, les compétences, et qui est à même de guider les collaborateurs dans leur carrière, dans leur développement de compétences. Et donc, pour moi, c'est pas la disparition du management, c'est au contraire le développement de ces compétences de coaching. D'accord. Ok, alors on va passer, on a 5 minutes pour répondre à quelques questions. Alors, j'ai les sondages. Ok. Alors, les sondages. Que les gens participent. D'accord. N'hésitez surtout pas à participer au sondage. On vous les a fait passer. Comme ça, on pourra regarder un petit peu les résultats et ça nourrira la discussion. Dans les questions que j'ai vu passer, notamment Steven encore qui demandait, nous, Gymlib, quel est notre retour d'expérience, puisque ça fait à peu près 2 ans qu'on rencontre des centaines de DRH et à qui on propose notre service sur justement les freins au fait d'encourager l'activité physique et sportive. Effectivement, il y a le sujet de la salle de sport, mais ça concerne principalement les grands groupes parce que les PME n'ont souvent pas la place et le budget pour avoir une salle de sport en interne. Je pense qu'il y a fondamentalement l'une des principales freins, c'est en fait ce service qui est en train de se développer. Donc, c'est un marché à évangéliser et la plupart des DRH ont envie de voir d'autres entreprises qui ont une expérience positive. On se rend compte que c'est important. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises qui sont mises sur ce sujet parce que le well-being, d'une manière générale, est devenu un sujet et une préoccupation majeure des entreprises. Et donc ce sujet de la qualité de vie au travail maintenant est un vrai levier de différenciation, un vrai levier de valorisation de sa marque employeur. Et donc évidemment, c'est sur ce sujet qu'on travaille et je pense que la plupart des entreprises ont besoin aussi de voir quelles sont les solutions qui marchent, quelles sont celles qui marchent un peu moins et avec qui on avance. Et c'est notamment pour cette raison que Gymlib s'est entouré de Sodexo, qui est le leader mondial des services de qualité de vie au travail, pour justement crédibiliser notre service, notre entreprise. Et en général, ça lève ce frein qui est finalement un peu une frein de crainte sur la réussite d'un tel programme. Alors voilà, dans les questions qui sont posées, qu'on voulait vous poser, comment gérer le télétravail dans un contexte international et donc la législation française est tellement contre-productive. Comment? C'est des questions. D'accord, donc c'est des questions qu'on a pour vous, qu'on vous a posées. Ah, ils ont posé, pardon. Voilà. C'est le premier webinaire, donc on a évidemment des petits soucis de coordination, mais voilà, c'est normal. Alors, donc dans les autres questions que vous posiez, Valérie, en dehors d'activités physiques comme l'escape game, que par ailleurs les gens trouvent très bien, avez-vous d'autres méthodes pour détecter les soft skills en tant que RH, que ce soit pour l'évaluation de compétences ou pour du recrutement?
Oui, on en a d'autres. Alors, bon, on a des méthodes plus classiques d'entretien, bien sûr, et puis on a également des travaux en groupe, en fait, d'études de cas ou de problèmes, de résolution de problèmes en groupe que l'on organise aussi pour les plus juniors. Ça, c'est une chose. Après, pour l'évaluation des compétences, on a des méthodes, moi, que j'aime bien personnellement. En fait, on a un gros projet, je vous cite juste cet exemple-là, et c'est un peu les choses qu'on essaie de mettre en œuvre progressivement chez PwC. On s'est rendu compte que c'était très important, dans le cadre du upskilling, de faire en sorte que on mettait à niveau l'ensemble des compétences, quelle que soit la génération, sur la digitalisation. Parce que qu'est-ce que c'est que la blockchain? Qu'est-ce que c'est que je ne vais pas vous citer tout ce qui est IA, etc. Quels sont leurs usages dans un monde de business? Et en fait, pour détecter les compétences, on a mis en place finalement une sorte de gaming, mais cette fois sous forme de jeu de questions-réponses, pour finalement que chaque collaborateur puisse faire son évaluation en ayant sa propre appli où est-ce que j'en suis moi par rapport à mes compétences digitales. Donc, je fais ma propre évaluation. Et finalement, après, je choisis mes chemins d'upskilling en fonction des réponses que j'ai données à ces questions qui me sont posées par cette application. Voilà quelques exemples de ce qu'on a mis en place. Et alors justement, un sondage qu'on a passé tout à l'heure est assez intéressant sur justement, est-ce que vous êtes prêts, vous aussi, DRH, à tester d'autres méthodes de recrutement plus insolites? Et vous êtes 63% à aller dans le sens de Valérie et à vouloir tester ce type de méthode. Donc c'est intéressant. Valérie, une autre question sur on revient un petit peu sur la façon dont les salariés vont intégrer et accepter ces changements de clean desk, de free desk, de flex working, etc. Est-ce que il y a eu un processus justement destiné à ce que ces salariés l'intègrent bien, ou est-ce que, et si oui, quel a été ce processus? Et ensuite, quels sont les résultats que vous voyez, que vous pouvez percevoir sur la satisfaction de ces collaborateurs, sur quant à l'efficacité du travail, la diminution éventuelle du turnover, le niveau d'absence? Voilà, c'est une question assez complète sur ce sujet. Alors, c'est un peu récent pour qu'on ait des résultats sur. Alors, le taux d'absence n'a jamais vraiment été un sujet. Donc là, ce que j'ai pu en voir récemment, c'est pas d'effet, mais c'est pas du tout un sujet. Là, c'est un peu récent pour qu'on regarde si ça a un impact sur les taux de rétention. En revanche, c'est amusant parce que là, tous les mois de septembre, on a on board 600 jeunes diplômés. Quand j'ai déjeuné ou dîné avec certains d'entre eux, faisant des tours de table, et en fait, ce qui m'a été beaucoup cité, ce sont nos locaux. Comme un élément d'attractivité. Donc, ils sont pas mal, c'est vrai. Mais donc, ça nous a été beaucoup cité. Et maintenant, pour venir sur le sujet de comment est-ce qu'on a mis en place, en fait, on a mis en place au départ, parce que c'était loin d'être acquis. Alors, bon, les locaux n'étaient pas, on va dire, de grande modernité. En même temps, ils étaient assez traditionnels. Et pour faire passer, on est passé vraiment de quelque chose de pas très moderne à quelque chose d'extrêmement moderne. Et pour passer ça, on a beaucoup utilisé le co-développement. Donc, demander leur opinion aux collaborateurs régulièrement sur un certain nombre de dimensions, de manière à pouvoir embarquer le changement et faire beaucoup d'explications, beaucoup d'évangélisation. La communication et le fait de demander en mode co-développement ou en mode participatif et collaboratif leur avis aux gens, c'est essentiel dans ce genre de projet si on n'embarque pas le changement. Et vous avez un outil justement pour leur demander l'avis, ou est-ce que c'est je sais pas de quelle manière vous pouvez, est-ce que c'est par justement des feedbacks un petit peu aléatoires, informels, ou est-ce que il y a vraiment un outil de recensement un petit peu de la vie qui tourne tous les trimestres ou tous les mois? Bon, vous avez des applis de sondage qu'on peut utiliser sur des questions simples, donc ça on utilise. Et ensuite sur d'autres sujets, on organise finalement des échanges, donc en mettant en place des stands dans nos rez-de-chaussée ou dans tous les étages, dans nos cafétérias d'étage, qui nous permettent en fait d'être en mode interactivité avec les salariés, leur partageant nos informations et leur demandant leur feedback.
D'accord. Merci Valérie. La dernière question qu'on a sur le sujet du télétravail, c'est comment le gérer dans un contexte international. Alors, peut-être que vous n'aurez pas forcément d'éléments, mais en tout cas, aujourd'hui, l'avis de cette personne, c'est que la législation française est assez contre-productive pour les employés frontaliers, et donc qui limite à 20% du temps de travail maximum. Est-ce que vous avez un avis sur ce sujet? Alors j'ai un avis qui est que c'est pas toujours facile d'expliquer à nos voisins proches ou lointains, étrangers, que en fait on a un mode de fonctionnement français qui peut être différent du mode anglo-saxon. Donc si je peux donner un conseil au DRH, c'est finalement d'évangéliser, d'expliquer comment ça se passe en France, parce que il y a rien de pire que la perception que l'entreprise française est rigide. D'accord. Donc finalement, c'est beaucoup une question d'image, enfin, voilà. Pour vous, mais en réalité, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Je pense qu'il faut simplement expliquer que non, on ne peut pas tout faire en télétravail en France, mais qu'on essaie de pousser dans notre cadre légal, vraiment pour l'encourager, et que ça reste différent d'un autre cadre. Et finalement, nos voisins européens ont aussi quelques contraintes, donc ils sont souvent assez sensibles à un peu d'évangélisation dans ce domaine. D'accord. Pour terminer, une petite dernière question qu'on s'était notée. Valérie, donc PwC mondial évidemment. Est-ce que vous savez si dans d'autres filiales dans le monde, il y a ce type de service, en tout cas des services d'incitation à l'activité physique? Est-ce que ce programme Be Well Work Well est juste français ou est-ce que c'est mondial? Et voilà, pour voir si c'est vraiment qu'en France qu'on se soucie de ce sujet ou est-ce que c'est plutôt mondial? Alors, je vous confirme qu'on s'en soucie au niveau mondial. Ouais, d'accord. Ok. Bon, donc, merci beaucoup Valérie. Merci à tous pour votre participation et de nous avoir écoutés. Et puis, de notre côté, je vous dis rendez-vous au prochain numéro qui aura lieu dans le courant du mois de mars. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir.